Monsieur le président, messieurs les ministres, madame la rapporteure générale, monsieur le rapporteur général, faite pour assurer la continuité de la vie nationale, la loi spéciale que nous examinons cet après-midi doit donc pallier à l'absence de budget à quelques jours de l'année 2025, ce qui permettra au Gouvernement d'ouvrir des crédits par décret au titre des services votés. Indispensable pour assurer le financement nécessaire au fonctionnement des institutions et des services publics, je me félicite que l'Assemblée nationale l'ait adopté à l'unanimité, et c'est probablement ce que s'apprête à faire le Sénat si les votes constatés en commission des finances se confirment. Rares dans leur application, le 4e alinéa de l'article 47 de la Constitution et l'article 45 de la LOLF, qui limite le champ de la loi spéciale à la perception des impôts existants, sont entendus de façon stricte dans leur application. Cela conduit à ce que ne soient permises que des mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale, comme l'a affirmé le Conseil constitutionnel. Si je l'entends et je l'ai moi-même appliqué, j'estime pour autant qu'une appréciation un peu plus souple aurait sans doute pu être tentée, comme l'a suggéré la commission des finances de l'Assemblée nationale. Il eût fallu pour ce faire une vision partagée de l'ensemble du Parlement. Quoi qu'il en soit, du fait de son champ très limité, cette loi spéciale ne suffira pas et nous ne pourrons pas laisser la France sans budget bien longtemps. De nombreuses mesures sont attendues de nos concitoyens et de nos collectivités. Si les mesures fiscales peuvent être adoptées dans tout texte législatif, tel n'est pas le cas des dépenses budgétaires qui exigent une loi de finances pour garantir plus de moyens à notre armée ou à notre justice, par exemple, pour soutenir nos agriculteurs ou encore pour accorder des dotations soutenant l'investissement de nos collectivités territoriales. Aussi, face aux choix qui s'offrent à nous, j'estime, comme le rapporteur général, que la poursuite de l'examen du projet de loi de finances que nous étions en train d'examiner constitue la meilleure solution parce que c'est la plus rapide et la plus efficace. Évidemment, la copie initiale du gouvernement démissionnaire doit être revue et mieux traduire les aspirations profondes des Français qui se sont notamment manifestées lors des dernières élections législatives. Mais la procédure parlementaire nous permet de la modifier et de l'adapter dès lors que l'on n'abuse pas, messieurs les ministres, des deuxièmes délibérations visant à en détourner le sens. Laissons le Sénat finir l'examen du texte en première lecture et l'Assemblée nationale débattre dans le cadre d'une vraie deuxième ou nouvelle lecture. Durant ce travail parlementaire, rien n'empêche le gouvernement, nouvellement en place, de faire lui-même des modifications, y compris significatives, sur les dispositions discutées. Certes, la règle de l'entonnoir empêcherait de proposer des mesures nouvelles, mais un projet de loi de finances rectificative pourrait ensuite utilement les porter si nécessaire. Plutôt que de nous embarquer dans l'élaboration d'un nouveau texte qui, dans la préparation technique et le travail parlementaire qu'elle impose, exigerait plusieurs mois pour aboutir, choisissons ensemble le pragmatisme et l'efficacité. Si cela, d'ailleurs, ne fonctionnait pas, malgré nos efforts et en l'absence de compromis entre les forces politiques, ce qui, à mes yeux, serait profondément regrettable et même dommageable pour notre pays, il nous resterait toujours la possibilité d'adopter, dans un texte législatif autonome, les mesures fiscales les plus attendues par nos concitoyens et apportant les correctifs les plus essentiels. Une proposition de loi sur l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu est d'ailleurs déjà prête et pourrait être rapidement déposée par le rapporteur général et moi-même. D'autres mesures pourraient d'ailleurs éventuellement y être associées. Mais soyons clairs, cela constituerait un pis-aller et j'ose croire qu'avec un gouvernement à l'écoute de tous, je dis bien de tous, et un Parlement ouvert à des accords, une voie est possible pour doter la France d'un véritable budget. En attendant, permettons la continuité de la vie nationale et votons donc ensemble la loi spéciale. Monsieur le président, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission, madame, monsieur les rapporteurs généraux, mes chers collègues,
Avant de commencer mon propos, je tenais, Monsieur le Président, à m'associer à votre hommage en ayant une pensée fraternelle pour nos concitoyens mahorais. Le 101e département français a été très durement touché par le cyclone Chido. Et au nom du groupe socialiste, je tiens à exprimer tout notre soutien aux victimes, familles de victimes, ainsi qu'aux forces de secours et services de l'État qui œuvrent actuellement auprès des Mahorais. Nous voilà réunis pour une loi quasi historique, tant cela représente une première depuis 1979. Une loi dont le fond n'appelle que peu de commentaires, mais qui formellement dit tout de la séquence politique que traverse notre pays. En effet, si nous examinons cette loi aujourd'hui, c'est précisément parce que le précédent gouvernement auquel vous apparteniez, messieurs les ministres, s'est refusé à entendre les réalités politiques du pays. Depuis 2 ans, Emmanuel Macron se comporte comme un mauvais perdant qui veut sans cesse rejouer le match qu'il a pourtant perdu, et ce, par 3 fois. Il est le président qui n'a jamais été capable de tirer les leçons de ses défaites. Tel un joueur de poker convulsif, il pense perpétuellement pouvoir se refaire au prochain coup, et ce, dans l'unique dessein de regagner sa mise, et même un peu plus s'il le peut. On ne peut jouer le destin de la France à la roulette russe. Dans quelle démocratie saine le Premier ministre est issu de l'un des plus petits groupes de l'Assemblée? Dans quelle démocratie saine le président de la République utilise son pouvoir de nomination comme un pouvoir de décision, faisant fi de tous les enseignements des différents scrutins? Le piétinement des résultats n'est pas sans conséquence pour le pays. Les études sur le sujet pointent des chiffres désastreux qui témoignent à eux seuls du climat de défiance qui plane sur notre pays. En 2 décennies de règne, au lendemain de 8 guerres de religion, Henri IV changea de religion à 6 reprises et réconcilia les Français tout en redressant le pays. Le nouveau Premier ministre François Bayrou, qui se vit volontiers tel un Henri IV moderne, a la lourde tâche de réconcilier les Français. Mais attention, n'est pas le vert galant qui veut. Et au pays des Lumières où la laïcité est seule reine, changer de religion à de multiples reprises ne changera rien. Pour réussir à réconcilier le pays, il va falloir l'écouter. Écoutez ce qu'il nous a dit lorsque le président de la République a mis en œuvre cette dissolution d'amertume en juin dernier. Quel est l'intérêt de redonner la parole au peuple, si ce n'est pour en tirer aucune conséquence politique quand ce dernier s'est massivement exprimé? Il est donc clair que par cette nomination, le président préfère la coalition que la cohabitation. À tous ceux qui nous disent que la personnalité du nouveau Premier ministre, couplée aux conditions de sa nomination pour le moins baroque, garantira une cohabitation, je tiens à rappeler un principe simple. La cohabitation, c'est lorsque le parti du président est dans l'opposition. Tout le reste n'est que littérature. En dépit de ce nouveau coup de force d'un macronisme finissant, ce gouvernement est presque celui de la dernière chance pour Emmanuel Macron. Le président, qui se vivait en maître des horloges, devrait entendre le compte à rebours qui est désormais lancé. Car au-delà des dégâts inhérents de la politique portée par Emmanuel Macron, ce qui est désormais en cause, ce sont les dégâts que sa conduite occasionne. Nous arrivons à un moment où sa manière d'exercer le pouvoir représente un coût astronomique pour les Français. Nous vivons sur la scène politique nationale un effet de sidération depuis plusieurs mois, mais il y a aussi un effet d'humiliation et de colère profonde lorsque nous voyons notre pays s'effacer de la scène internationale. Nous sommes peut-être encore en bonne forme pour faire des photos en marge de l'inauguration de Notre-Dame, mais nous n'avons plus la capacité de peser sur les décisions du monde, l'Ukraine, le Moyen-Orient, l'Indo-Pacifique, tous ces théâtres internationaux où se nouent les accords et désaccords se font sans nous. En ce sens, il est éclairant de s'appesantir sur la validation du Mercosur par Mme von der Leyen, dont je tiens ici à rappeler certaines évidences qui semblent aujourd'hui avoir échappé à tous ceux qui imputent son passage en force à la chute du gouvernement Barnier. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a publiquement soutenu le renouvellement du mandat de Mme von der Leyen. Le groupe macroniste Renew Europe, avec à sa tête Valérie Hayé, a voté à l'unanimité pour Mme von der Leyen. Enfin, le groupe des Républicains du PPE, avec François-Xavier Bellamy, a voté à l'unanimité pour cette même Mme von der Leyen.
Le discrédit est aussi important pour la France que pour ces groupes politiques qui ont été incapables d'infléchir la décision forcenée de leur propre présidente. Je le dis donc avec gravité et solennité, le prochain gouvernement devra changer de méthode de travail que celui précédemment censuré, sans quoi les mêmes causes produiront les mêmes effets. À ce titre, je tiens à dire publiquement, au nom du groupe socialiste, que nous n'avons pas goûté la salve d'amendements visant à supprimer plusieurs mesures emblématiques votées par la Chambre haute durant l'examen du budget. En moins de 2 heures, vous avez, messieurs les ministres, rayé d'un trait de plume des mesures pourtant votées par le Sénat, telles que la hausse de la flat tax, de l'exit tax, de la taxe GAFAM. En tout, ce ne sont pas moins de 27 secondes délibération qui ont été votées un dimanche après-midi à la suite d'un conclave de la commission des finances. Comme l'a très justement dit mon collègue Pascal Savoldelli, nous avons assisté à un véritable 49-3 sénatorial. Le changement de méthode doit s'opérer et très vite, car les 7 ans de macronisme ont mis les finances publiques dans un état de délabrement qui ne nous permet plus d'attendre. En ce sens, la dégradation de la note souveraine de la France d'un cran dans la nuit de vendredi dernier par l'agence Moody's est une première alerte qu'il ne faut ni négliger ni dramatiser. Loin du ridicule dans lequel certains membres du gouvernement ont versé en affirmant, comme ils l'ont fait, qu'en cas de censure, l'absence de budget nous condamnerait à un shutdown à l'américaine, menaçant les salaires des fonctionnaires, les retraites, les aides sociales et jusqu'aux cartes vitales qui seraient bloquées. Il semble désormais capital de mettre un terme à l'instabilité politique qu'a lui-même créée le président Macron, tout en gardant la mesure nécessaire, qui incombe aux fonctions respectives des uns et des autres. Les tentatives de dramatisation, frôlant parfois la malhonnêteté intellectuelle, n'ont pas eu prise sur un pays ayant besoin de sérénité. Je le rappelle, les marchés, tout comme nos concitoyens, veulent de la stabilité. Ils ne recherchent pas un champion de saut en hauteur. Au groupe socialiste, nous pensons qu'un chemin budgétaire alternatif existe. Un chemin qui ne sacrifie ni notre modèle social, ni nos services publics, et qui permettrait les grands investissements de demain, que ce soit en matière de santé, d'éducation, de recherche, d'écologie, ainsi que ceux qu'imposent les nouvelles tensions géopolitiques. Lors de son allocution télévisée, le chef de l'État a indiqué qu'il ne croyait pas que l'avenir de la France puisse se faire avec plus d'impôts. C'est bien pourtant avec moins de réduction de dépenses et plus de recettes fiscales que nous entendons engager le rétablissement de nos comptes publics. Les baisses d'impôts successives au cours des 7 dernières années nous ont coûté 62 milliards d'euros de pertes fiscales par an. Pilier fondamental du macronisme économique, ces suppressions de prélèvements obligatoires ont donné le résultat que l'on sait. Des dérapages budgétaires, une économie en panne de productivité, une compétitivité toujours perdue. Pour bâtir un consensus parlementaire, les soutiens du président doivent s'affranchir des dogmes du patron. La France se porte plus mal depuis les baisses d'impôts massives. Il vous faudra tôt ou tard le reconnaître. Vous l'aurez compris, mon propos est résolument tourné vers les échéances budgétaires à venir, tant cette loi spéciale n'appelle aucune réflexion particulière. En effet, cette loi tampon autorise le gouvernement à continuer à percevoir les impôts existants et à reconduire les dépenses de l'État au niveau de 2024. Néanmoins, avec le groupe socialiste, nous regrettons vivement que l'amendement visant à indexer sur l'inflation le barème de l'impôt sur le revenu pour les tranches les plus basses ne satisfasse pas les règles de recevabilité financière. Néanmoins, c'est donc mu par le sens des responsabilités et la nécessité de garantir la continuité de l'État en dépit des circonstances politiques particulières que le groupe socialiste, écologiste et républicain votera favorablement ce texte.